Pouk, Jack, pouk, pouk, Jack. C'est toujours notre jiggle, nos budgets. Notre jingle, et pas jiggle d'ailleurs. Notre giggle. Vous êtes bien sur un nouvel épisode pour ceux qui nous écoutent en boucle. Je sais qu'il y en a certains parmi vous. Eh oui, on vous connaît et on vous reconnaît. Voilà, et vous nous avez demandé un jingle, justement. C'est vrai. Le voici. Récemment. Tchic, tchic, poupou. On fait pas de beatbox, hein, ça se Voilà. voit quand même. Hein. Et du coup, nous voilons. Nous Nous voilà aujourd'hui réunis pour parler d'un sujet qui nous touche tous. La prise de parole en public. Je me suis dit, pourquoi il commence par le? Où est-ce qu'on va là? Le fait de parler en public. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette prise de parole en public? J'en pense que, si tu te souviens bien, c'était aussi une des, pas des principales raisons, mais ça a été un argument qu'on s'est donné quand on se disait, viens, on fait un podcast. On se disait, ça va nous entraîner aussi à parler, à s'exprimer, tu sais, à être peut-être un peu plus rapide sur nos réflexions pour construire des phrases, etc., l'élocution, tout ça. Ouais, exactement. Et donc j'ai l'impression que ça va aussi un peu dans cette direction. On n'est pas vraiment en public. On est, toi et moi, on se connaît bien, on se connaît par cœur. On n'a C'est pas différent, de gêne, on n'a pas cette pression et ce stress-là. Mais on est peut-être un peu en public parce qu'on est devant une caméra et qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc Ouais, c'est on sait que peut-être potentiellement on peut être vu. Ouais. une prise de parole en public d'une Mais- certaine manière. Tu vois, effectivement, là, on a décidé de parler de la prise de parole en public, mais à la base, le mot qui était écrit sur notre brainstorming, c'était l'élocution. Ouais. Et c'est justement de ça qu'on parlait, nous, au tout Ouais. début, quand on a commencé. C'était Effectivement. pour améliorer cette élocution. Et peut-être qu'il y a eu une évolution depuis le début. Peut-être que vous qui nous suivez, vous avez remarqué une évolution depuis le début. Je pense qu'on trouve un peu plus facilement nos mots, on arrive un peu mieux à s'exprimer, on parle peut-être un peu plus clairement, on se racle moins la gorge. Je suis assez d'accord. Je pense aussi qu'on arrive à effacer certains tics de langage. Il y en a Ah, mais encore c'est- qui persistent. Moi, je sais que j'en ai un. Je vais pas le dire parce que sinon vous allez Vous entendre allez tout le temps. l'entendre tout le temps. Vous savez, c'est quand il dit J'allais le dire et puis je me suis dit on va peut-être se rétracter. C'est ils une vont mauvaise entendre que idée. ça sinon. Et puis j'y travaille donc bon à terme ça sera bon mais voilà. Mais ouais, effectivement, ça en fait partie, bien sûr. Alors après, l'élocution, au final, à quoi ça va servir? Tu vois, parce que autant si tu as envie de donner une bonne image de toi quand tu rencontres des nouvelles personnes, quand tu développes des relations professionnelles ou des choses comme ça, c'est important. Mais potentiellement, il y a peut-être plein de personnes. Alors là, c'est pas une idée que j'ai moi, c'est une supposition. Il y a peut-être plein de personnes qui en ont pas forcément quelque chose à faire de l'élocution, qui sont très bien à parler comme des beaufs avec des accents de beaufs et à manger la moitié des mots comme certains dialectes anglais par exemple, je coupe les mots. Mais ouais, non, pour moi c'est très utile, c'est même très important, mais je pense qu'il y a plein de personnes pour Moi, qui ça leur fait pas grand chose, quoi. Alors moi je suis convaincu effectivement qu'il y en a qui en ont rien à faire. Par contre je suis convaincu qu'ils ont tort. Tu vois, Ouais. je suis convaincu que alors que ce soit un accent à la limite ça c'est encore autre chose, un accent, un dialecte, pour moi c'est encore autre chose. Mais l'élocution, on va dire au sens d'être capable de prononcer ton mot correctement pour être compris par la personne avec qui tu parles, Ouais, bien sûr. être intelligible comme on dit finalement. Pour moi c'est utile parce que enfin c'est même indispensable et ça devrait paraître indispensable pour tout le monde Pour se faire pour comprendre. se faire comprendre et pour que ton Ouais. message soit passé en fait. Ouais, que la Parce que personne ait si la tu- bonne interprétation de ce que tu dis, quoi. Bah complètement. Déjà pour au moins les conversations qui ont entre guillemets un peu d'enjeu. Si tu parles avec ton boss, que tu lui demandes une augmentation et qu'il doit te faire répéter 3 fois la même chose parce qu'il a pas compris tes mots, bon c'est pas ouf. Tu pars sur des mauvaises bases. Voilà. Mais même pour le confort de vie. Je veux dire quand tu passes, je vais raconter une anecdote qui est assez Ok. amusante. On en veut. Moi, je suis quelqu'un qui a une voix qui porte plutôt bien, donc on m'entend assez fort. Depuis toujours, je vis avec mon beau-père qui, au contraire, a eu l'habitude de vivre dans une famille où il fallait pas trop parler, il fallait être calme, il fallait être posé, etc. Donc qui a un volume finalement de voix qui est très faible. Mm. Et du coup, très souvent, quand on parlait, nous, on paraissait un peu trop. Enfin, on avait l'impression de parler trop fort pour lui. Mm. Et nous, on l'entendait pas, en fait. Donc, quand il nous posait des questions, on était souvent obligé de lui répéter.
de lui demander de répéter, où on comprenait pas, on avait compris que la moitié, ou je ne sais quoi. Et ça, finalement, c'est pas très confortable. Ouais, bien sûr. C'est pas très confortable, Ni déjà pour parce l'un, que ni pour l'autre. c'est ça, Ouais. pour lui, c'est pas confortable de pas s'être fait comprendre du premier coup, Mm. et pour nous, c'est pas très confortable de devoir lui demander de nous répéter. Mais en même temps, c'est encore moins confortable d'essayer de répondre à une question à laquelle t'as pas forcément bien entendu toutes les composantes, quoi. Ouais, exactement. Donc au final, tu peux vite te retrouver à un dialogue de sourds, c'est peut-être comme ça qu'on peut l'appeler, avec une personne qui va te poser une question. Si tu le fais pas répéter, bah tu vas pas savoir répondre correctement. Si tu le fais répéter, tu peux blesser la personne. En plus de toi passer pour quelqu'un qui a pas écouté, alors que t'as juste pas entendu parce que le volume Mhm. était pas assez fort. En fait, il y a plein de petites composantes qui font que ben cette situation-là peut être un peu chelou au final. Ouais, c'est ça. Et bon, avec le temps, je pense que à force de traîner avec nous, il a fini par s'habituer, et donc on a plus cette problématique-là. Mais je sais que finalement, c'était pas confortable, tu vois. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est déjà rien qu'une première petite raison, qui est minime, mais qui fait déjà toute la différence. Et ben, tu sais que c'est fou, mais du coup, je suis très content parce qu'à chaque fois, quand on parle de sujets sur lesquels on a des connaissances, mais on sait pas vraiment de quoi on parle au final, et ben, la plupart du temps, ça me fait réaliser des choses. Ouais, Et là, en l'occurrence, j'ai aussi une anecdote, ok, et cette anecdote, elle est liée aux deux compositions de ma famille. J'ai utilisé beaucoup le terme composé aujourd'hui. ok. Elle est liée aux deux compositions de ma famille, donc du côté de mon père et du côté de ma mère. Il y a un côté où il parle très fort, où ça fait beaucoup de bruit, c'est du côté de ma mère. Bon, de toute façon, si jamais il y a mes sœurs qui écoutent, elles sauront de quoi je parle. Donc, ils parlent très fort, ils sont très expressifs, et pour autant, de l'autre côté, ils vont justement être un petit peu dans la tranche de ton beau-père, et ils vont parler moins fort, ça va être des repas de famille beaucoup plus calmes, etc. Mhm. Et en fait, quand tu vas chez l'un et qu'ensuite tu vas chez l'autre, surtout dans le sens quand tu vas d'abord à l'endroit calme et après à l'endroit un peu mouvementé, bah, t'as l'impression qu'à l'endroit mouvementé, ça gueule énormément, alors qu'en fait, c'est juste que chaque famille a ses bases de discussion, a ses bases de tonalité même, on va dire, et en fonction de la famille où tu vas, ça va pas être les mêmes. Et du coup, je me rends compte de ça, c'est que dans ma famille, c'est quand même un peu mal vu quand on va du côté de ma mère, que ça gueule tout le temps, que ça parle très fort, etc., que c'est expressif. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont comme ça. Et c'est pas pour autant qu'ils crient, c'est juste Ouais, qu'ils ont été habitués à ce volume-là tout le temps et on peut pas leur en vouloir sur un truc comme ça, tu vois. effectivement, ouais. Mais du coup, c'est bien parce que ça me fait un peu relativiser là-dessus, tu vois. Moi, j'ai jamais été trop à critiquer que ce soit l'un ou l'autre, mais Oui, c'est vrai que je l'ai entendu et je me dis, bah, en fait, ceci explique cela au final. c'est ça. Mais là, on parle de volume. C'est déjà une des composantes importantes Mm, à prendre en compte. Mais après, on peut avoir le côté articulation. ouais. Et là, l'articulation, l'enjeu pour moi, il est peut-être un peu différent. C'est que il y a aussi donc il y a la notion toujours de se faire comprendre, mais en plus, je trouve qu'il y a la notion de crédibilité. Mm, Si tu bégayes dans ton argument, t'es un peu moins crédible. ouais, Surtout exactement. si t'es en train de te disputer, tu vois, typiquement. Mm, Et mm. d'autant plus que c'est quand tu te disputes que t'as le plus tendance à bégayer. Ouais, parce que tu essayes de parler vite, en fait. Ouais, Il y aussi, a aussi ouais. ça, la vitesse de parole, Ouais, qui vitesse de fait parole. que ton discours va pas avoir le même impact. Ouais, Tu vois, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, en fonction de ce que tu veux lui expliquer, plus tu vas avoir un rythme lent, et plus tu vas l'impliquer dans dans ce que toi tu es en train de lui dire, tu ouais. vois. Et lui, il va être beaucoup plus à t'écouter. Si tu parles vite, ta parole, elle va devenir plus un fond sonore, il va finir par décrocher, et au final, quand il aura décroché, ben, il t'écoutera plus et il changera de sujet. Et j'ai même envie de te dire que c'est même pas forcément si tu parles vite ou si tu parles doucement qu'il va décrocher l'un ou l'autre, c'est si tu gardes le même rythme tout le long. Ouais. En fait, je pense qu'il faut aussi savoir varier. Mm. Il faut savoir varier à la fois ton rythme, à la fois varier ton volume. Ouais, Tu vois, et exactement. donc du coup, il y a un moment où tu vas parler un peu plus fort, justement, pour mettre l'accent sur un truc. Peut-être un peu parler plus vite aussi en fin de phrase ou je ne sais quoi. Ouais. Et un autre moment où tu vas être plus posé, etc. Et c'est le fait de varier, varier, varier qui fait que c'est pas une conversation hyper monotone, très plate. Et Mais j'aurais tendance à espérer qu'on a réussi à faire ça jusque-là dans le podcast, tu vois, à pas être ouais, tout le temps effectivement. très lisse Ouais, ou trop effectivement, lisse effectivement. surtout. Du coup, ça me fait penser, tu vois, par exemple, quand t'essayes de faire des blagues, par exemple, Ouais, et ben, enfin, la personne qui essaye de faire des blagues joue énormément là-dessus. Sur l'intensité, sur la tonalité, la c'est clair. vitesse, où en fait, il va passer d'un discours très rapide à, hop, d'un coup, une fin hyper lente. Et en fait, il va y avoir une retombée, un changement de rythme, et c'est ça qui va faire rire aussi. Et je pense que, étant donné que ça, c'est lié à une émotion,
c'est exactement la même chose quand quelqu'un fait un discours en prise de parole en public, par exemple. Tu veux essayer de faire passer une émotion plutôt que de faire passer des informations. Ouais. Et du coup, tu vas utiliser ces outils-là de changer de rythme, de tonalité différente, etc. En fait, je suis en train de... Peut-être que j'ai regardé une vidéo là-dessus un jour et que je m'en rappelle ou que ça ressort. Peut-être que je suis en train de faire des suppositions et que c'est pas du tout ça, j'en sais Mm. rien. Mais du coup, ça tombe un peu plus sous le sens, ouais, effectivement. Ouais, et puis je pense qu'il y a encore, il y a même encore autre chose. Il y a la notion de rupture de discours. Tu vois, quand tu parlais des blagues, je trouve que souvent, ce qui fait percuter une blague, c'est que ça vient de quelqu'un qui est peut-être un petit peu extérieur à la conversation, Mm. ou parfois la personne qui parle, mais tu fais une rupture et cette rupture-là, tu la symbolises justement par le fait de changer de rythme. Genre, tu dis un truc et typiquement les jeux de mots qu'on aime beaucoup faire, on dit Ouais. et on parle pas de Ouais. machin. Et ce truc-là, tu vois, il y a une sorte de répétition, mais l'intonation, elle change, Ouais. elle fait que d'un seul coup, ça ouvre une grosse parenthèse en mode attention, je suis en mode blague, Mm. et on parle pas de 1-1, et après on continue notre conversation, tu vois, on Ouais. continue notre phrase. Et ça montre la blague, et tu vois, tout ça, c'est un jeu de langage, un Ouais. jeu. Ouais, Et j'adore. pour moi, il y a la notion de silence. Derrière, Ouais. après cette blague-là, tu vas peut-être laisser un silence. Ouais, même le temps de voir comment vont réagir les personnes, voir si certaines personnes ont compris la blague. Exactement. Parce que le nombre de fois où on a fait cette blague-là et qu'on regarde autour de nous, Et que t'en as deux peut-être qui ont compris, qui ont un petit sourire. et t'en Un as deux qui qui sont en train de réfléchir tu en vois. mode qu'est-ce qu'il veut dire par on parle pas de Ouais, c'est ça. deux dans le même panier. Ouais, c'est pas mal. Et je pense même au niveau d'un discours sans parler de la blague, le silence, je pense, il a son importance. Ouais, T'as bien besoin sûr. de marquer tes mots, de. Tu sais, c'est un peu, je pense, la façon de rendre visuel ton discours. Ouais, Tu sais, quand tu lis un texte, comme c'est facile, t'as des paragraphes, t'as des alinéas, on ouais. voit quel paragraphe va avec quoi, quand est-ce que tu changes de partie, etc. Mm, Dans un discours avec que ta voix, tu dois, si tu veux montrer que t'as changé un peu de partie, que t'es parti sur un deuxième argument, ouais. il faut que tu arrives à le marquer d'une certaine façon. Donc peut-être Mm. parfois tu vas mettre un silence pour avoir une sorte de pause, et après tu vas dire, et ensuite tu vas Ouais, il y a mettre des certains mots mots, qui c'est vont, ça. voilà, qui vont permettre aussi Ouais. d'avoir l'introduction C'est d'un exactement deuxième à ça que argument. je pensais. Je pensais à ensuite dans ma tête. Ensuite, En utilisant justement certains mots de liaison, en fait. en Ouais, second temps, dans un Mm. premier temps, dans un second temps, Ouais, exactement. Et ça, du coup, c'est beaucoup structures. utilisé à l'écrit, mais tu vois, à l'oral, c'est plus utilisé vraiment dans des discours. Ouais, Et je vois, par exemple, quand on parle entre potes, c'est rare quand même qu'on dise et ensuite, il s'est passé ça. Tu vois, ah, je sais on va plus pas. prendre des raccourcis un peu de langage. On va Oui, dire, du tu coup, les vois, machins, et là, il y a eu enfin, ça, après ça, et après ça, alors qu'on devrait dire ensuite ceci, ensuite cela, finalement, il s'est passé ça. ouais, Mais tu vois, à l'écrit et à l'oral, c'est vraiment deux choses différentes. c'est Et pas le même pourtant, niveau de discours, ouais. ouais, exactement, exactement. Et donc, au final, là, on a un petit peu défini qu'est-ce que c'est en gros, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise au final? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une bonne élocution? Pourquoi est-ce que. Enfin, moi j'en parlais un peu, c'est peut-être souvent pour faire passer des émotions qui vont du coup peut-être donner un peu d'empathie au niveau de la personne qui s'exprime. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Tu vois, je pense par exemple aux pubs. Les pubs, le message final, c'est via une prise de parole en public, entre guillemets, parce Mhm. que quand tu fais une pub, tu sais qu'elle va être vue. Et quand tu fais une pub, encore plus maintenant que tu mets du storytelling autour, bah, au final, c'est de l'élocution, c'est de la prise de parole pour influencer des gens à acheter le produit que tu es en train de placer sans pour autant dire cette gourde peut contenir 1,5 litre d'eau, vous aurez une facilité pour l'ouvrir, etc. À l'inverse, tu vas aller dire des trucs plutôt grâce à cette gourde, vous pourrez faire vos meilleures séances de sport, elle est facile à transporter, vous aurez la possibilité de boire quand vous Mais alors voulez là, du entre coup, deux tu changes séances. tes mots plus que ton élocution. Oui, mais c'est quand même de la prise de parole en public, je Oui, pense. c'est clair. Tu Oui. vois, et sauf que ça a pas ça a pas le même but entre les deux, tu Et vois. donc, ce qui nous amène sur un autre argument de la prise, enfin, une autre facette de la prise de parole en public, Ouais. Prise en c'est public, c'est très bien. la capacité à choisir tes mots, avoir en fait une réactivité, une créativité aussi dans ton discours, de t'adapter rapidement. Et en fait, il y a pas mal de choses. Je trouve qu'il y a une notion très psychologique. Il y a un vrai exercice mental Ouais. quand tu fais une prise de parole en public, parce que tu dois pas juste parler comme ça de façon spontanée et te laisser aller. Tu vois. Sinon, ton discours est très déstructuré, etc. Tu dois te Mhm. souvenir des questions qui t'ont été posées De dans ce le que bon t'as dit ordre. avant Et du aussi. coup, pendant que tu réponds à la première question qu'on t'a posée, une fois que tu as fini,
faut pas que tu aies oublié qu'il y avait une deuxième question. Parfois, Ouais. tu sais, on a tendance à poser des questions, parfois en double ou en triple, tu vois, genre une question et dire et si ça se passe, qu'est-ce que tu feras, tu vois. Ouais. Et il faut réussir, pour être cohérent dans ton discours et marquer ton auditoire, à te souvenir de ça. Ouais. Donc il y a vraiment un exercice mental. Mais tu vois, c'est assez drôle parce que ça, c'est ce que font les hommes politiques, Ouais. énormément. Sauf que, justement, pour faire en sorte de faire oublier la question initiale, t'as la possibilité, donc t'es pas obligé de te rappeler forcément de Oui, tout, ils vont broder la mais première par exemple. t'as la possibilité de donner tellement de directions différentes dans ta première réponse que la personne, elle va se dire, c'était quoi déjà ma question, tu vois. Mhm. Alors que toi, tu sais ce que c'était la question quand t'as répondu. Mais c'est très difficile à faire parce que t'es obligé de donner plein d'informations, des trucs qui ont pas forcément un rapport, mais où tu peux quand même trouver une petite liaison entre les deux. Et au final, tu te retrouves à complètement oublier la question. Je pense que dans le podcast, ça m'est déjà arrivé d'oublier une question que tu avais posée. C'est possible. Et parce que tu étais en train de la développer, je me suis rappelé de ce que tu avais dit, tu Ouais. vois. Mais en fait, parce que des fois, quand tu as trop de direction, bah, ça peut perdre l'auditoire, justement. Mhm. Et après, c'est pareil, c'est aussi en termes de structure. Typiquement, nous, là, qui faisons le podcast, euh, on fait nos recherches. Souvent, on fait pas forcément nos recherches dans le même sens, pas forcément dans le même ordre, on le structure pas forcément de la même façon. Et du coup, il faut arriver à concilier ça et faire en sorte que quand tu m'emmènes dans une direction, j'arrive peut-être soit à recadrer en disant attends, peut-être que je pense qu'il y a quelque chose qui doit venir avant, Ouais, peut-être que toi, tu as une soit, information avant. soit être capable de dire ok, je le laisse faire son discours, mais je garde bien en tête que j'ai une autre idée. Ouais, Et là, j'ai un exemple parfait, c'est que ça fait déjà 6-7 minutes que je me dis qu'il faut absolument qu'on parle de l'élément principal de la prise en public, c'est le public. oui. C'est la notion de stress. Ouais, c'est ça. La notion de, si tu parles en public, tu parles devant des gens, tu engages un petit peu ta personne. Et pour moi, ça, c'est aussi un des arguments qu'on doit avancer, tu vois. Ouais, ouais, et t'as aussi du coup une partie de confiance qui rentre en ligne de compte. Parce que si t'as pas confiance en toi, ou si t'as pas confiance en ce que tu dis, ou si tu dis on va dire des mythos entre guillemets, bah tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à prendre la parole en public. Ouais, bah, c'est clair. Mais après, je pense qu'il y en a plein qui y arrivent, hein, mais c'est pour dire que il y a quand même une très grosse partie de la population qui ne le fait pas, et qui est même angoissée ou même paniquée à l'idée de le faire, tu vois. Ouais, je me faisais la réflexion que quand j'étais arrivé après on va dire bachelor, master, je me disais mais c'est fou qu'en fait on n'avait pas assez De cours là-dessus. de cours et surtout on nous forçait pas assez à parler en public. Mm. Quand tu étais au collège, lycée, on le Mm. faisait un petit peu, t'avais de temps Un en temps un exposé, exposé, un machin. Oui, mais c'est T'en devant avais tes un tous les potes, 3 mois. c'est des gens que tu connais. D'une, c'est des gens que tu connais, Ouais. mais ça te faisait quand même méga stresser. Moi, je me souviens à cette époque-là, moi, je stressais quand même de parler parce que t'as toujours le peur de soit dire une boulette, soit qu'on te pose une question à laquelle t'as pas la réponse. T'as ce côté, t'es devant tout le monde, t'es le centre de l'attention. Ouais. Tu sais, ça te fait un peu Tout le rougir. monde te regarde, Si tu tout le monde regardes te le juge. regard, t'as peur d'avoir ton pote qui te fait une grimace au moment où tu le regardes et que t'arrives pas à te concentrer. En fait, tu stresses sur plein de détails, sur Ouais. est-ce que je vais être capable de me contenir, est-ce que je vais avoir le bon niveau de discours, est-ce que je présente bien, est-ce que je suis beau, est-ce que j'ai pas trop de tics de langage, des tics corporels. Et en fait, tu penses à tellement de choses que ça te fait stresser et limite ça produit les choses que tu avais peur qu'ils se Mais produisent, tu vois. au final, Ça se travaille. ouais, ça se travaille avec de l'entraînement. Tu peux faire en sorte de l'avoir de moins en moins, ou même de plus du tout l'avoir. Enfin, du moins de plus du tout le laisser transparaître. Ouais. Parce que tu peux être stressé. Je pense que, genre, t'as des personnes très célèbres qui chantent, genre, qui font un concert devant des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines, j'en sais rien, ça dépend des stades. Et qui sont des personnes stressées. Mais qui sont stressés en fait. Ouais. Mais c'est juste que ils affrontent la petite transition entre je suis stressé, j'ai peur de le faire et j'ai commencé à le faire. Et en fait, quand ils ont commencé à le faire, ils se sont tellement entraînés que une fois qu'ils ont commencé, ils ont oublié qu'ils avaient du stress et c'est parti, c'est la fête, tu vois. Et en fait, ça, c'est la même chose pour quand tu fais des exposés en cours, quand tu parles devant tes collègues en entreprise, quand tu fais un séminaire d'entreprise, des choses comme ça. Ouais. Enfin, c'est un peu la même chose tout le temps, en colonie de vacances. Ou même, comme tu disais, quand tu dois convaincre des amis dans un jeu de plateau, un jeu de société, Ouais, de fou. où tu dois orienter les discussions dans un sens qui t'arrange pour gagner une partie ou ce genre de choses. Ouais, bah justement, on avait l'exemple hier. On a joué à un jeu dont on ne citera pas le nom, qui ressemble à un autre jeu dont on ne citera pas le nom non plus. Super, là tout le monde a compris. Hein. Génial. Mais la base du jeu, c'est aussi pour ça qu'on fait ce sujet-là aujourd'hui. La base du jeu, c'est entre guillemets, un peu de la manipulation et de la prise de parole.
Ouais. Parce que si tu ne prends pas la parole, tu ne peux pas te défendre. Et tu peux pas imposer, ou donc, du moins orienter les idées que tu as envie de faire appliquer dans le jeu. Et on a eu un exemple assez typique hier, c'est qu'il y a une des personnes du groupe qui ne parlait pas. Ouais. Et Est-ce que sauf c'était par stress? peut-être, Est-ce que... par manque d'habitude, peut-être aussi. Parce que, autant, on est quand même assez à l'aise. On avait certes déjà joué à ce jeu-là, mais on est quand même assez à l'aise avec quasiment 90% des gens. Et il y a des personnes qui sont toujours avec leur cercle d'amis très proche, qui ne sortent jamais de ce cercle-là, qui ne prennent pas de risques, qui ne sortent pas de leur zone de confort sur la partie relationnelle, hein, surtout, et qui du coup n'ont pas du tout développé cette facilité de parler avec les gens, cette habitude de poser des questions, des choses comme ça, qui fait que s'ils le font pas déjà de base, ils vont pas le faire dans un jeu non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça a été compliqué au final, parce qu'on jouait à une personne de moins. Ben ouais, dans un sens, ouais. Après, à juste titre, et il l'a mentionné, parfois c'est aussi la difficulté de faire sa place Ouais, bien sûr. dans justement une situation où tu as beaucoup de personnes qui parlent en même temps, qui débattent. Peut-être qu'il y a des moments où il a essayé de dire un truc et on était tellement stimulés dans notre discours qu'on n'a même pas fait gaffe, Comme et que du jeu coup il a politique. pas insisté. Peut-être qu'il a jamais fait l'essai, je sais pas, Peut-être, je oui, saurais on pas sait te dire, tu vois. Bah, du coup, on sait pas au final. Peut-être qu'on sait, mais qu'on s'en souvient pas, ou peut-être Ouais. qu'on sait pas. Peut-être qu'il a rien fait. Mais je peux comprendre aussi, du coup, il y a peut-être une notion de répartition de la parole. Ouais, bien sûr. Surtout parce que là, on parle de prise de parole en public. Si on rajoute le facteur prise de parole en public à plusieurs, Ouais. il y a aussi ce côté-là. Tu as aussi une sorte d'unité que tu dois faire. Par exemple, tu fais une présentation d'entreprise. Toi, tu es PDG, mais tu as amené ton directeur financier et ton directeur commercial. Ouais. Il faut réussir aussi à ressembler à un groupe unitaire, tu vois, et qu'il n'y ait pas trop de différence de discours entre les personnes, Ouais, ou et de temps de différence parole aussi, d'image aussi, tu vois. Ouais, bien Parce sûr. qu'une personne, du coup, va pouvoir impacter la présentation de l'autre, etc. Après, en soi, il y a un moyen très simple pour ça, mais du coup, c'est applicable principalement dans un jeu. C'est genre, par exemple, un bateau de parole. On en a On va parlé t'en parler, hier. effectivement. Et en vrai, ça peut paraître un peu logique, mais pourquoi ne pas imager un bâton de parole quand tu es dans une boîte aussi, en train de faire une présentation? Ouais. Et au lieu de transmettre le bâton, de dire, Giorgio, c'est à toi de parler, tu vois. Et là, dans ce cas-là, c'est Giorgio qui parle. Et Giorgio, il sait qu'après lui, c'est Steven, tu vois. C'est marrant que tu aies vraiment choisi des noms qui ne sont pas communs pour nous. Oui, effectivement. C'est étrange. On en reparlera après l'épisode. Mixité Je pense qu'il y a culturelle, un petit problème. Ça fait partie de la prise de parole en public, hein, de savoir s'adapter à son auditoire. Exactement. Donc tu penses que notre auditoire est Très large. principalement soit hispanique, soit anglophone? Giorgio, ça peut être mexicain aussi. Hispanique, du coup. Ouais, c'est vrai. Du coup, effectivement, on va se laisser là-dessus. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Très intéressant. Ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte dans une prise de parole publique. Ouais. Et là, de ce qu'on peut résumer, c'est que je pense que sur tous les plans qu'on a évoqués, ça peut se travailler avec de l'entraînement, de l'effort, etc. Hâte de voir ce qu'on va découvrir dans nos recherches. Est-ce qu'il y a d'autres champs qu'on a oublié d'évoquer, auxquels on n'avait pas forcément pensé? Et sur les champs auxquels on a pensé, comment est-ce qu'on les travaille? Quels sont les réels impacts? Parce on a mentionné 2-3 trucs comme le stress, etc. Faites pas se faire comprendre, il y en a peut-être encore beaucoup d'autres. Il y a sûrement des peut-être impacts positifs aussi. Hein. Oui. Parce qu'on a parlé que du négatif, mais il y a sûrement du positif sur, une fois que tu masterises un peu le truc, des bienfaits que ça peut t'apporter ou des très bonnes répercussions que ça peut t'apporter. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un curseur où je pense qu'il y a le côté, si t'es du côté où t'es pas très bon, tu te mets des impacts négatifs. Il y a le côté où t'es vraiment un peu au milieu et t'as ni impact négatif ni impact Ou un peu positif, des deux aussi. Ou un peu des deux, effectivement, peut-être les deux en même temps. Et le côté où si t'es bon, tu vas en fait toujours te mettre dans les meilleures situations et tirer les meilleurs avantages. C'est clair. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute, on peut se dire à dimanche. À dimanche. Pour discuter de ce sujet passionnant. Voilà, super. Est-ce que tu veux nous faire un petit jingle de fin, Guillaume? C'était Savoir de podcast avec Maxime et Guillaume.